Bonjour, alors nous sommes très heureux de vous accueillir, Marie-Thérèse Tétu et donc Jeanne Drouet du Centre Max Weber à Lyon, pour poursuivre un peu les échanges qu'on a eus donc en décembre à la Biennale d'art contemporain. Et donc on vous accueille dans ce séminaire de février pour que vous nous explicitiez un peu votre méthodologie d'enquête avec robot, avec Jules. Et donc voilà, je vous remercie, on discutera juste après votre intervention. Merci encore de votre venue. Merci. Merci. Donc pour commencer, on se présente en deux mots. Moi je suis ingénieure au Centre Max Weber et anthropologue aussi, et j'accompagne les recherches qui mobilisent l'image et les données numériques dans ce laboratoire. Je le précise aussi parce que ça aura un lien dans ce qu'on va dire après, que mon travail de recherche personnelle portait sur la parole. Donc il y a des liens avec un peu vos objets. Je travaille sur le conte dans le cadre de ma thèse. Et ça fait, j'ai accompagné pendant peut-être 7 ans, je ne vais pas chiffrer exactement, mais au moins 7 ans, des artistes numériques. Voilà, donc notamment par une association, donc je vais en dire un mot, l'ADN, qui encadrait le projet dont on va vous parler. Je laisse Marie-Thérèse se présenter. Alors moi c'est Marie-Thérèse Tétu, donc je suis socio-anthropologue, on va dire, au Centre Max Weber, chargé de recherche, et normalement mon domaine de recherche est plutôt sur la sociologie de la mémoire, en particulier des lieux de mémoire, des transformations des lieux de mémoire. Et dernièrement, j'avais travaillé avec Jeanne sur plus précisément qu'est-ce que le numérique changeait au travail de mémoire dans les sociétés. Voilà. Et donc on avait, y compris, réalisé à partir de nos enquêtes une plateforme web documentaire en coopération avec les informaticiens du LIRIS à l'INSA et à Lyon 1, où on a testé une partie quand même très interactive de cette plateforme de web documentaire. Mais bon, c'est pas l'objet, donc on va pas en rester là-dessus. Par contre, donc Jeanne m'a proposé, vas-y tiens, c'est toi qui vas te déplacer un peu, et on va mener un travail d'enquête avec des artistes du numérique sur la découverte, l'exploration d'un territoire en reconversion. Donc bon, il y a quand même aussi de la mémoire là-dedans. Hein. Enfin, vous verrez pourquoi, je n'en dis pas plus. Donc, pour vous expliquer d'abord le contexte dans lequel on arrive, le projet Les Dronards, au moment où on arrive dans ce projet, le volet Villeurbanais du projet Dronards, il est porté par l'association ADN, donc c'est Art et Développement des Cultures Numériques, une association lyonnaise, et par un dispositif qui n'est plus là, mais qui était là, et que moi j'ai contribué aussi à réfléchir, à penser, qui s'appelait le Labo des usages. Et l'idée c'était d'imaginer des collaborations tripartites qui associaient des artistes, des chercheurs en SHS et des acteurs éducatifs. Alors acteurs éducatifs, c'est surtout des gens qui étaient sur le territoire et qui étaient des gens qui étaient là tout le temps, par exemple des éducateurs de rue, des choses comme ça. Et donc l'idée c'était de monter des projets avec ces trois types d'acteurs et de réussir à faire un cadre qui permette cette collaboration. Donc dans ce cadre-là, on se retrouve avec cette idée de faire du recherche-création ensemble. Et ici, on a un cas particulier puisque le projet artistique sur lequel on arrive, il préexiste à notre arrivée et à cette idée de croiser avec les chercheurs. Et donc nous, on découvre ça. Et donc je vous le dis parce que c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, au moment où on parle, pour nous les Dronards c'est quelque chose un peu derrière, et avec une forme de déception, pas du tout de ce qu'on a découvert, des gens avec qui on a collaboré, mais plutôt une forme de frustration de ne pas avoir pu aller jusqu'au bout de cette collaboration, parce qu'on était tous très très heureux de travailler ensemble. On a passé, on va dire, les 2 premières grosses étapes de recherche-création qui seraient la première qui est justement la découverte de nos métiers respectifs, de nos approches respectives. On a passé la 2e étape qui était d'aller un peu plus loin, à imaginer comment on pouvait collaborer vraiment, mais on n'a jamais passé la 3e étape, faute de moyens possibles, faute de cadres possibles. Le dispositif là, des usages a un peu quelque part
Mais c'est un peu arrêté aussi là-dessus. Parce qu'on n'a pas pu passer cette troisième étape. Mais voilà, il y a des réalités vraiment qui nous en empêchent et c'est vraiment pas la volonté des artistes ou la nôtre qui l'explique. C'est vraiment nos cadres de travail très différents. Voilà. Alors pour reposer le décor, on se disait que c'était quand même bien peut-être de vous remontrer le teaser qui dure que 1 ou 2 minutes. Je vous propose de le revoir et après on continue. Donc là, vous avez, normalement vous la connaissiez cette image, enfin cette vidéo. On va en montrer une autre un peu plus tard, qui est un des épisodes qui a été monté, puisque donc il y a quand même plusieurs épisodes, il y a 9 épisodes je crois, qui ont été montés suite à ce dispositif. C'était juste pour vous remontrer comment ça marche un tournage avec les dronards, parce que tout va se baser, toutes nos analyses et nos interventions, elles vont se baser sur ce dispositif et sur une réflexion autour de ce dispositif. Donc on a bien le robot qu'on appelle Jules, qui est un rover, qui roule. On a son interprète qui porte un casque immersif qui est Pina, Pina Wood. Le conducteur, moniteur, constructeur de Jules, c'est Adelin. À eux deux, Pina et Adelin, enfin, ce qu'on appelle la bête à deux dos. Il y a quelqu'un qui filme de l'extérieur et qui produit une partie des images que vous voyez à la fin qui sont montées, qui est Gaëtan Bailly, donc il y a une petite caméra sur trépied. Et ce qu'on ne voit pas à l'image, c'est Simon, donc c'est une personne qui vient contre-enquêter après le passage des dronards en demandant aux gens qui ont vu Jules arriver et tout le dispositif se déployer, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Donc il y a ça qu'on ne voit pas. Et ce qu'on ne voit pas aussi, alors ça arrive à l'image qu'on voit, mais c'est nous. C'est-à-dire que pas sur l'intégralité des scènes, mais sur certaines des scènes, Marie-Thérèse et moi, on est présentes et on analyse ce qui se passe. Dedans, dehors, on réfléchit à ce qui se passe. Donc, quand je vous dis que le dispositif, enfin, le projet artistique préexiste, c'est que Jules, il a vraiment roulé ailleurs qu'à Villeurbanne. Il y a d'autres vidéos qu'on retrouve en ligne de Jules, qui est à Pont-de-Barène, dans des villages. Enfin voilà, c'était pas sa première sortie, loin de là. Et il a roulé et il a été interprété par d'autres personnes que Pina Wood. Bref, il a roulé sa bosse. Donc là, nous, ce qu'on vous propose de faire, c'est de vous décrire un peu, qualifier. C'était notre première étape quand on a, après avoir travaillé avec les dronards, c'était se dire face à quoi on se trouve, et essayer de qualifier et décrire la manière dont les dronards enquêtent à partir des matériaux qui ont été produits par les artistes. Donc pour moi, j'essaierai de montrer un peu comment cette enquête, elle nous rappelle nos enquêtes, nous, en ethno-sociaux, et en même temps, en quoi elle s'en distingue, qu'est-ce qu'elle a de singulier. Et puis Marie-Thérèse, après, elle va rentrer plutôt dans une analyse un peu de la situation et du dispositif dronard, à la lumière du travail d'Erving Goffman. Donc ensuite, on pourra évidemment en discuter, on est là pour ça. Alors cette première étape, je vous disais tout à l'heure qu'on était un peu, voilà, qu'il y a eu cette frustration de ne pas aller au bout. Nous, c'était cette analyse qu'on vous partage, c'était le premier retour qu'on faisait aux artistes. C'était notre regard sur leur travail, mais on était déjà un peu dedans. C'est pas un regard surplombant, c'est un regard qui est désireux de collaborer ensuite et de co-construire ensuite. Donc voilà, quand on l'a produit, c'était vraiment pas pour regarder de l'extérieur et analyser, c'était vraiment pour comment on va réussir à travailler ensemble. Donc avant de vous dire en quoi l'enquête elle nous parle, comment elle nous parle, je voulais vous montrer un épisode entier que vous voyez un petit peu de quoi il retourne vraiment. Voilà. Ça relance le teaser. Voilà, donc il y a plusieurs épisodes comme ça. Je voulais vous montrer le pilote, parce que donc après les épisodes après, celui-là il est intéressant parce qu'il présente le départ de l'exploration de Jules dans le quartier, et avec plein de choses qui s'essaient aussi pour Pina, c'est-à-dire qu'ils sont en train de tester, et puis pour tout le monde en fait. On est en train de tester une appréhension d'être dans le robot, elle découvre un peu ce que c'est d'arpenter les rues avec, voilà. Et c'est un épisode qui est intéressant pour montrer un peu le dispositif de renard qui se construit, puisque c'est celui qui nous montre un peu les ressorts un peu derrière, la formule un peu du dispositif. Alors, c'est bon, je ne suis pas dans VLC, c'est pour ça. Du coup, le petit exercice qu'on s'est essayé à faire avec Marie-Thérèse, c'est d'abord qualifier l'enquête en 3 temps.
ce qui nous semblait être proche de l'enquête ethnologique, ce qui nous semblait semblable plutôt cette fois-ci à ce qu'on appellerait l'ethnographie filmique, et puis en troisième temps, ce qui est propre et singulier à l'enquête des dronards. Donc pour moi, quand je regarde ces images et puis quand je participe au dispositif, première chose, c'est le fait de se dire, mais en fait, Jules, c'est l'avatar de l'ethnologue. C'est-à-dire qu'on peut vraiment le voir comme c'est un truc qui arrive dans un endroit et où il est étranger à cet endroit, étranger au code. Et ça fait vraiment penser, notamment, là, je vous ai mis un petit extrait du texte canonique en ethno du journal des ethnologues, Bronislaw Malinowski, le père de l'enquête de terrain, qui commence son ouvrage Les Argonautes du Pacifique occidental en disant imaginez-vous soudain débarquant, entouré de tout votre attirail, seul sur une grève tropicale avec tout à côté un village d'indigènes, tandis que l'embarcation qui vous a amené cingle au large pour bientôt disparaître. Puisque vous vous installez dans un secteur réservé aux Blancs avec pour voisin un commerçant ou un missionnaire, vous n'avez rien à faire et vous pouvez commencer aussitôt votre travail d'ethnographe. Imaginez encore que vous soyez débutant, dépourvu d'expérience préalable, sans rien pour vous guider ni personne pour vous aider. Ceci correspond point pour point à ma première initiation sur le terrain, sur la côte sud de la Nouvelle-Guinée. Ben moi, je trouve que la manière dont l'intrigue est posée dans ce récit sur l'arrivée de Malinowski dans les lieux, c'est un peu le même registre de narration qu'on retrouve dans la petite vidéo que je viens de vous montrer, où en fait, avec cette fois-ci du langage cinématographique, ils nous introduisent dans ce Jules qui arrive dans ce quartier et qui essaie de décoder ce qui l'entoure. Donc il y a vraiment ce côté un peu d'intrus. Et je reprends un peu les paroles de Jules qui dit je ne suis pas sûre que ce soit un véritable être humain, aucun mouvement, cible repérée, c'est quoi cette histoire de vitre entre vous et moi, vous recevez mon signal. Donc il y a vraiment cette exploration comme si c'était une contrée inconnue, lointaine. Deuxième élément qui est très proche finalement de ce point de vue ethnologique et de cette enquête ethnologique, c'est ce qu'on appelle le point de vue hémique, que vous connaissez très bien aussi en linguistique puisque ça vient de vous, je crois, phonétique, phonémique. Et du coup, c'est l'idée de ce point de vue de celui qui quand il explore un terrain, adopte les mots et les catégories pertinentes d'analyse du territoire ou de la situation. C'est-à-dire qu'on va analyser la situation de l'intérieur en reprenant les catégories des gens sur place. Alors, il y a eu plein de débats sur le point de vue hémique éthique. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas trop binaire? Je ne vais pas revenir là-dessus. En tout cas, Pina, quand elle décrit son arrivée dans les lieux, elle le décrit vraiment aussi avec cette idée de reprendre les mots. Elle répète beaucoup, à travers Jules, elle répète beaucoup les mots qu'elle a entendus. Elle essaie de se faire un vocabulaire depuis ce qu'elle entend, depuis ce qu'elle voit. Il y a ça, et il y a autre chose qui renvoie à ce point de vue hémique aussi, c'est cette manière dont on voit certains plans qui sont les plans de la GoPro, les plans de Jules, qui sont vraiment les plans aussi de dedans. Voilà, une manière d'être dans du point de vue subjectif. Je me mêle un peu dans mes feuilles. Troisième élément qui ressemblait aussi à ce qu'on fait en ethno quand on fait de l'enquête, c'est cette idée de pacte. Donc là, j'empiète un peu sur ce que va dire Marie-Thérèse, elle y reviendra. Mais c'est tout ce qu'on va mettre et établir pour mener une enquête en ethnologie pour que on arrive à travailler avec des gens du terrain. C'est-à-dire que ça passe par toute une négociation avec les gens du terrain pour qu'on puisse enquêter sur eux. Et là, ici, alors là, vous n'avez pas vu cet épisode, mais il y a tout un épisode dans une salle de sport, un club de MMA, et il y a tout un travail préparatoire au tournage qui inclut comme ça un pacte de comment est-ce que se situe avec vous, comment est-ce qu'on va travailler avec vous, avec une négociation. Donc là, je vous ai remis simplement une définition un peu de ce pacte ethnographique par Bruce Albert qui dit le pacte ethnographique, c'est le pacte établi tacitement entre observateurs et observés, qui est légitime et rend possible la situation d'enquête, implique de part et d'autre de la relation d'observation des enjeux et des responsabilités autrement plus sérieux. Et puis cette image qui montre que justement pour accéder au club de MMA,
il a fallu bien négocier et qu'à la fin, le directeur du club a dit bah ok, vous pouvez y accéder tout ça. Et il a même été très content qu'on y rentre et il a offert une bouteille de vodka à Adelin qui était ravi. Mais voilà, il y a des choses comme ça qui s'établissent hors caméra qui sont essentielles pour travailler avec Jules. Ça, encore une autre chose qui nous rapproche d'eux, c'est deux éléments canoniques aussi de l'enquête ethno. L'importance de l'échange informel, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'échanges informels qui vont venir et qui vont permettre le travail. C'est même le cœur du matériau en fait d'enquête. Ça va être pendant, après, avant le tournage. Voilà, c'est à peu près le plus gros de ce qu'on récolte comme parole et ce qui permet justement l'établissement de ce pacte. Donc le deuxième point, c'est la participation observante. Donc en fait, au départ, en ethnologie, on parle plutôt d'observation participante, c'est l'oxymore un peu qui est le plus repris. Et puis on inverse la locution, à un moment on discute un peu de la méthodologie en ethnologie et où on se dit que finalement, on n'est pas toujours dans une observation qui impacte toujours la situation, mais même on peut être plus interventionniste que ça et donc participer et observer au travers d'une forme interventionniste de participation. Donc participation observante, c'est un petit peu, je pense, qui qualifie l'attitude de Jules qui arrive et qui fait intrusion. On y reviendra là-dessus, mais en tout cas, c'est intéressant parce que c'est finalement cette posture un peu intrusive, justement, ou en tout cas très participante à la scène, qui devient source de connaissances dans les documentaires, dans les films que vous voyez à la fin. C'est ça qui devient source d'intérêt aussi, et qui finalement fait émerger le matériau. Cette fois-ci, plutôt le deuxième point, ce qui va rapprocher un peu l'enquête des dronards à celle qu'on mène en ethno-visuel ou en sociologie visuelle, il y a d'abord cet effet très très fort caméra, parce que c'est quelque chose qui a été beaucoup souligné aussi dans les enquêtes visuelles, notamment par Jean Rouch quand il parle de son tournage Tourou et Betty, les tambours d'avant, avec cette idée que quand on arrive avec une caméra sur une situation, on crée quelque chose peut se passer et que l'effet caméra peut déclencher des choses intéressantes. Et donc Rouch, il donne cet exemple assez connu dans ce film où en fait il arrive et le rituel de transe qu'il a envie d'étudier depuis le départ se passe au moment où il allume la caméra. Il a, je crois, très peu de pellicule et tout d'un coup ça se passe. Et c'est assez magique, voilà, et il montre à quel point la caméra peut avoir cet effet. De la même manière, Jules, la réaction de la présence de Jules et de la bête à deux dos, dans l'espace public, elles vont être très intéressantes et elles vont provoquer quelque chose. Et finalement, ce qu'on va avoir ici, c'est un peu ce qu'on dit aussi du film ethnologique, c'est-à-dire que c'est autant les vidéos que vous avez vues, enfin la vidéo que vous avez vue et l'ensemble des vidéos, c'est presque autant des films sur la relation enquêteur-enquêté, on va dire. Donc enquêteur, là, on va en reparler, mais c'est les enquêteurs, tous les gens qui sont en présence, et ces gens, c'est presque un film plus sur cette relation que sur autre chose. C'est ça que ça nous raconte en premier lieu. Mais on voit que réagir face à un robot, c'est peut-être un peu différent, et ça prend peut-être une autre ampleur que réagir simplement à une caméra. Mais j'y reviendrai. Autre élément qui rapproche de l'ethnofilmique, c'est ces situations de retour. Alors ça, c'est un peu hors champ aussi, mais Adelin, Pina, Gaëtan, dans l'approche de Villeurbanne, du fait que c'était lié à cette association dont je vous ai parlé au départ aussi, il y avait vraiment une inscription dans le territoire villeurbanais et la volonté que ces images, elles soient le point de départ d'un travail dans le territoire avec les gens. Donc les vidéos, elles ne sont pas vues comme un produit fini, final, mais un tremplin vers la suite. C'est-à-dire que là, elles ont été montrées, ces images, d'abord dans le quartier, et elles ont permis de discuter. Et dans l'idéal, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais il y a un projet qui était complètement écrit, ça aurait été de partir de ce point-là et pour continuer l'enquête. Et de la même manière, en ethnofilmique, on nous dit souvent, le film, les situations de retour permises par le film, elles ne viennent pas à la fin, mais elles sont très intéressantes comme moment intermédiaire de la recherche parce qu'elles permettent, ce qu'on appelle en anthropologie l'anthropologie réciproque,
ou anthropologie partagée, on peut mettre plein de mots derrière, ou coproduction des savoirs, bref. En tout cas, elles ne viennent pas forcément à la fin, elles peuvent vraiment être un tremplin vers des recherches futures. C'est ce que dit Patrick Dehaye, ethnocinéaste. Donc il y a ça qui rapproche encore de l'ethnofilmique. Mais maintenant, qu'est-ce qui est propre et qu'est-ce qui, d'après nous, est tout à fait singulier à l'enquête et qui cette fois-ci nous désarçonne, mais en même temps aussi nous intéresse dans ce que ça provoque. Première chose, c'est cette figure de l'enquêteur éclaté. C'est-à-dire que l'enquêteur que nous on a en tête, et finalement il apparaît complètement de manière éclatée. Il y a à la fois le rover qui enquête, mais il y a aussi le pilote de Jules qui enquête, Adelin. Il y a aussi Pina, l'interprète. Il y a Gaëtan qui filme, qui adopte un point de vue plus extérieur, qui nourrit l'enquête aussi. Et il y a Simon dont on vous avait parlé, qui vient après et qui fait la contre-enquête. Et puis nous, d'ailleurs, on ne s'est pas mis dedans, mais nous aussi. Avec les droneurs, donc on a vraiment l'enquêteur à 5 têtes minimum. Et il y a des problèmes relatifs à cet éclatement. Par exemple, Pina, celle qui le rencontre le plus, elle va avoir besoin d'être très très habile au niveau interactionnel pour réussir à gérer la situation. Ça, on l'avait vraiment bien vu dans la Biennale, c'est ce qu'ils avaient essayé de montrer, à quel point c'était difficile et intéressant de faire corps, en fait, avec ce dispositif. Et du coup, quand elle parle à travers Jules, ça demande vraiment une manière de se mouvoir différente. On a beaucoup discuté avec Pina là-dessus, sur comment je fais quand j'ai pas mon corps pour apporter quelqu'un. Donc c'était compliqué. Et il y a vraiment une histoire de synchronisation entre Pina et Adelin qui se lit dans les épisodes, qu'on voit pas là, mais qui progresse. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils trouvent un langage pour travailler ensemble. Gaëtan, lui, qui filme de l'extérieur, il doit aussi faire toujours attention à cette tension champ hors champ, qu'est-ce qui est dedans, dehors. Il y a vraiment une synchronisation entre tout le monde. C'est tout. L'enquêteur, en fait, il essaie toujours de refaire corps alors qu'il a été éclaté. Marie-Thérèse va revenir sur ce point. Deuxième point qui est singulier, c'est ce côté du filmeur qui est possédé par la machine. Donc il y a à la fois une nouvelle façon d'enquêter, mais il y a aussi une nouvelle manière de filmer. Et un point de vue subjectif machine qu'on retrouve dans d'autres films, mais qui est là, ici, assez atypique. Parce qu'il y a une vraie prise en compte du point de vue rover. Donc Adelin, il le dit lui-même dans sa démarche qui l'intéresse. Il y a aussi Pina dans le premier épisode que je vous ai montré, enfin Jules dans le premier épisode que je vous ai montré, qui, suite à la question d'un enfant, dit c'est plus compliqué que ça, je vois avec une caméra. Donc on peut rapprocher ça de ce concept de ciné-œil chez Vertov, mais aussi et à nouveau je cite Jean Rouch, de ce que dit Jean Rouch quand il dit le ciné-œil, le ciné-trans, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée de l'opérateur qui est dans la machine, qui pense par cet œil mécanique. Et voilà, il décrit le phénomène de ciné-trans par une forme de possession du caméraman par la machine. Donc voilà, cet état bizarre de transformation de la personne que j'ai appelé par analogie avec les phénomènes de possession la ciné-trans. Et je pense que Pina, quand elle parlait de son ressenti, elle en parlait vraiment dans des termes assez proches. Voilà. Troisième élément, parce que là on a parlé donc de l'enquêteur, la figure du filmeur, et il y a aussi un troisième personnage dans l'histoire, c'est les gens qu'on rencontre, le public. Ces gens, ces participants, peu importe comment on les nomme, ces gens rencontrés par Jules, c'est intéressant de voir aussi comment ils réagissent de manière spécifique à cet enquêteur ou ce filmeur particulier. Il va y avoir beaucoup d'enfants attirés par Jules, donc c'est pas une machine qui attire pas n'importe qui dans l'interaction. Beaucoup d'enfants, voire même avec, mais ça il nous l'avait dit Pina Adelin, avec des stratégies faites pour repousser les enfants à la fin du tournage tellement on n'en pouvait plus. Aussi le fait que c'est un petit objet et que du coup il va susciter des gens qui se penchent, qui vont le porter et qui va être assez sujet à un registre aussi de parole qui va être souvent sur un ton de confidence, en tout cas quand les gens acceptaient le pacte de départ de négociation, on va souvent être sur ce ton un peu de confidence. Et énormément de fatigue, énormément de commentaires sur la situation de communication qui se crée. Et donc il y a vraiment plein de choses qui vont se dire sur la situation. Donc là dans l'épisode, vous en avez vu plusieurs déjà, des moments où on s'arrête et on se dit mais à qui tu parles, pourquoi je parle à un robot, comment je parle à un robot.
Du coup, ça devient un super tremplin pour parler des nouvelles technologies avec les gens. Et dans la contre-enquête de Simon, c'est ce qu'on va voir. C'est-à-dire que dans les entretiens qu'il va faire après, il va partir de la situation observée, de comment qu'est-ce que ça a déclenché chez les gens. Et souvent, très très facilement, on va basculer sur des propos sur globalement les nouvelles technologies, globalement le rapport des gens aux machines qui les entourent. Et donc on va obtenir de gens pas du tout experts, pas du tout spécialistes de la question, des retours. Notamment, je vous ai mis un tout petit extrait dans l'entretien que je trouvais particulièrement savoureux, d'une assistante maternelle qui rencontre Jules dans un parc, je ne sais plus quel jour c'est d'exploration, mais qui dit, pendant l'entretien avec Simon, donc elle est plus du tout elle parle plus de la rencontre avec Jules. Elle est partie sur les nouvelles technologies. Elle dit, après la dérive, moi je trouvais, c'est effectivement, il y a une caissière qui est devant vous, qui est en train malgré tout d'enregistrer vos articles, et si vous êtes au téléphone en train de discuter avec la grand-mère, je trouve que c'est un manque de tact. Par rapport à ça, autant aller tout seul devant une machine et qu'il n'y ait pas de relation. C'est ça qui me gêne, moi. C'est un peu le savoir-vivre qu'il faut faire autrement. Il va falloir inventer un savoir-vivre pour tous ces appareils qui sont entre nous. Donc voilà, c'était juste un tout petit extrait du genre de paroles qui peuvent sortir a posteriori après la rencontre avec Jules. Je m'arrête là et je laisse Marie-Thérèse continuer. Bon, donc nous, on a accompagné, surtout comme observatrice, tout ce dispositif, quoi. Et puis, bon, mais on a eu en même temps un travail continu avec, à tous les moments, hein, avec les artistes, y compris au moment du montage, des films, etc. Et où il y avait donc la nécessité d'avoir un dialogue qui soit continu, et pour eux d'avoir un peu un point de vue de sociologue qui regarde ce qui est en train de se passer. Donc tout ça nous a fait penser quand même très rapidement à l'analyse goffmanienne de la présentation de soi et de la mise en scène de la vie quotidienne. Et donc on s'en est beaucoup servi pour décrypter ce qui se passait dans les situations créées par les dronards. Alors je ne sais pas quel niveau de connaissance vous avez de Goffman, donc on va faire comme si on ne savait pas grand-chose, hein, donc excusez-moi si je dis des évidences pour vous. Donc bon, Goffman prenait pour objet la vie sociale qui s'organise dans les limites physiques d'un lieu, d'un immeuble, d'un établissement ou d'une rue, et il se demandait comment les personnes se présentent, comment elles présentent leurs activités aux autres, et comment elles gèrent les impressions qu'elles vont laisser. Qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire dans l'interaction? Et il regarde un peu le monde comme une pièce de théâtre. Donc pour Goffman, dans la vie quotidienne, un individu en interaction avec un autre individu est vu comme un acteur en représentation, dans la mesure où il doit maintenir une définition convenable de la situation. C'est-à-dire qu'il doit maîtriser l'impression qu'il donne de son activité par différents procédés de mise en scène. Donc il joue, tout un chacun joue toujours un rôle, dont le rôle peut être différent à chaque fois selon la situation. Et il y a différents modes opératoires qu'on a donc tenté de repérer chez les dronards. Et alors en fait, donc, après les avoir accompagnés dans leur exploration, on a fait un peu l'hypothèse que Jules 2.0 était un accélérateur, un provocateur et un amplificateur d'interaction. Bref, qu'il fonctionnait un peu comme un miroir grossissant de la théâtralité du monde, ou en tout cas qu'il poussait à théâtraliser le monde ordinaire pour le faire parler, pour faire parler donc les gens qu'il rencontrait, d'un territoire, de leurs activités, de leur manière de voir et de représenter et de se représenter le monde, leur monde. Mais en même temps, il nous a semblé que peut-être, à la différence de l'analyse goffmanienne sans ce type d'outils, Jules introduisait de la confusion dans la répartition des rôles et dans la mise en scène. C'est-à-dire que quand on regarde même les extraits que vous avez vus là, on peut se demander qui est l'acteur. Est-ce que c'est Jules? Est-ce que c'est la comédienne? Qui définit la situation? Est-ce que c'est le sportif qui, par exemple, se lance dans un match d'improvisation qui n'était absolument pas prévu au départ? On peut se demander aussi qui est le public.
Est-ce que c'est ceux qui sont présents et qui regardent la scène? Est-ce que c'est la machine, Jules, qui regarde avec une caméra? Est-ce que c'est effectivement Gaëtan qui, lui, regarde plus en recul? Est-ce que c'est nous, par exemple ici, qui regardons ces films? On peut aussi se demander qui est le metteur en scène. Il y a Adelin qui téléguide Jules et qui observe la situation, il dirige aussi la comédienne, mais il y a aussi dans la mise en scène le sportif qui interagit avec la machine, ou encore l'entraîneur qu'on ne voit pas forcément à l'image, mais qui veille à maîtriser la situation et la présentation de soi et à donner la meilleure présentation de sa salle de sport. Et puis il y a enfin le montage des images de cette représentation qui ne montre pas tout et qui fait quand même un choix dans ce qui est montré là. Donc on voit que plusieurs équipes sont en fait en représentation et qu'elles coopèrent ensemble pour contrôler les impressions et maîtriser la situation. Donc les rôles sont à la fois répartis, ils sont multiples et ils sont eux aussi dissociés à l'image de Jules qui est un acteur éclaté. Bon, donc donc on s'aperçoit vite que la machine a une voix humaine, qu'elle est pilotée, interprétée par des humains qui conduisent ses actions et qu'elle peut se faire tantôt machine, équipée, augmentée et revenir à sa condition de machine, tantôt grâce à la distance qu'elle instaure dans l'interaction, elle permet de mettre à jour des sentiments, des affects. C'est tout ce que disait Jeanne en particulier sur la petitesse et la fragilité de cette machine, qui donc permet aussi de effectivement recueillir ou provoquer des confidences. Réduite à sa forme et à sa condition de machine, elle peut aussi focaliser, attirer l'attention, mais elle permet aussi d'accorder de l'importance, de la considération. Elle peut aussi montrer sa méconnaissance et donc mettre en valeur les partenaires de l'interaction. Donc tout le monde joue le jeu, se donne une façade qui permet de garder la face, de rester maître de la présentation de soi et de contrôler les impressions du public. Et donc là, plus particulièrement dans ce projet, c'en est aussi un peu l'enjeu, cette machine permet de mettre en scène la présentation de soi de gens ordinaires qui vivent leur vie et qui habitent ce territoire qui, quand on le regarde de loin, serait plutôt en déshérence. Donc après, j'en viens, toujours pour filer la métaphore des travaux de Goffman, à la question du décor, de la scène, des régions et de leurs strates multiples. Donc il est coutumier au théâtre de dire qu'il y a la scène et les coulisses. Et dans la vie sociale, Goffman, lui, distingue trois régions. La région antérieure, qui est le lieu où la scène se déroule, la représentation. Ici, par exemple, ça sera la salle de sport, qui se trouve néanmoins dans le décor d'une usine désaffectée et qui est réaffectée donc à des pratiques sportives. La région postérieure, qui serait la zone des coulisses, elle est normalement invisible du public, et elle est plutôt la zone où on se prépare pour le spectacle, où on peut tomber les masques, se laisser aller, rectifier la représentation qui va avoir lieu ou qui a eu lieu. Donc au théâtre, on doit contrôler la région antérieure, la scène, éviter les intrus, qui risqueraient de démasquer les acteurs, de bousculer la représentation, et qui permettent de séparer aussi les acteurs des publics qui ne doivent pas avoir accès aux coulisses. Goffman ajoute une troisième région qui est la région extérieure, qui est souvent occupée par des intrus, des délateurs, des traîtres, des espions qui ne devraient pas faire partie du spectacle. Alors cela peut aussi être des personnes qui sont absentes de la représentation mais qui possèdent à son sujet des informations importantes. Là, dans notre cas, on peut penser en particulier aux spécialistes, aux experts, aux aménageurs, mais je vais y revenir plus tard. Juste on parle depuis tout à l'heure d'un bout d'épisode que vous avez vu pendant la Biennale. Parce qu'on n'a pas rediffusé celui-là. Mais dans la salle de sport, je dis pour que voilà, pour que ça n'ait pas de confusion.
Là encore, il nous a semblé un peu que quand même ce dispositif déroutait l'ordre habituel des choses, et en particulier la présence de la machine. Donc par exemple sur le décor, c'est vrai que je reprends cette scène là du MMA et des sports de combat, on peut se demander, est-ce que le décor c'est l'usine désaffectée? Est-ce que c'est la salle de sport, qui elle par contre est toute propre, et qui est pourtant cachée à l'étage, comme une sorte, je ne sais pas si tu l'as, voilà, c'est ça. En fait, l'accès pour aller à cette salle de sport, c'est ça. Et les sportifs passent par là. Et en fait, chaque acteur choisit le décor auquel il va accrocher sa représentation. Par exemple, Jules n'a pas été autorisé à accéder à la salle de sport. On a demandé l'autorisation, on aurait trouvé ça assez drôle d'arriver par là, mais ça nous a été refusé par le gérant de Gigagym. Donc il ne choisit pas non plus d'accéder par les escaliers et les couloirs sombres, et il emprunte plutôt la sortie des artistes, l'escalier, je ne sais pas si on l'a en image. Je crois qu'on l'avait. Bon, là, c'est un escalier de ce type qui est pas là, mais qui est de l'autre côté. Qui est de l'autre côté, mais voilà, extérieur. Alors bon, pourquoi il a emprunté cette sortie des artistes par l'escalier extérieur? Bon, ça peut être aussi bien aussi pour les besoins du scénario que Adelin était en train d'imaginer dans sa tête. Alors, donc la région intérieure est bien la scène, et la scène est bien celle de la cage de la salle de sport. C'est là qu'on l'avait là. Et de la rencontre qui a été choisie, qui a été négociée entre Jules et à la fois donc le sportif et avec le gérant. Les deux acteurs, Jules et le sportif, se livrent alors à des confidences publiques et à un match d'improvisation théâtrale. Tout le monde coopère pour cette entreprise de présentation qui est autant maîtrisée donc par Adelin, mais qui reste sous le contrôle de l'entraîneur, gérant de la salle, que l'on ne voit pas sur cette image, mais qui est jamais bien loin. Et donc, comme l'expliquait Jeanne, tout ça a été négocié auparavant dans ce qu'on peut aussi appeler les coulisses de la zone postérieure. Alors quand même, sur cette histoire entre des coulisses et de la zone postérieure, la frontière, dans le cas du dispositif de Jules, entre donc la scène où se passent les interactions et entre ceux qui en fait tirent les ficelles de toute cette scène, avec par exemple la bête à deux dos, elle est floue, parce que parfois ils se cachent du public, parfois ils sont juste à côté de la scène, et les interactants peuvent tout à fait voir qui mène la danse. Bon, d'autre part, les coulisses, ça peut être toutes sortes de choses. C'est aussi le moment où, avant de rentrer sur scène, l'interprète de Jules répète dans la cour, il se prépare à ces interactions, ou alors où le pilote de Jules répare sa machine. Mais on peut aussi considérer que les coulisses, ce sont les moments où Jules fait un retour réflexif. Il y a tous ces moments où on le voit se promener tout seul, et où Pina, voilà, c'est par là qu'ils sont sortis. Et où Pina se met effectivement à avoir un retour sur la scène qu'elle vient de vivre. Et où elle nous livre en fait ses propres interprétations. Alors voilà, bon, après, en tant que sociologue, l'autre question qu'on se pose, c'est quand même qu'est-ce que nous dit cette intervention artistique de ce territoire. Donc on est, vous l'avez compris, on est à Villeurbanne, quartier des Brosses-Cantlément, qui est en pleine opération de rénovation urbaine. Bon, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a été, pour les artistes, payés pour pouvoir intervenir dans ce quartier qui est en fait en disparition. Donc, en théâtralisant le monde, les Drenards le mettent en scène pour que le public, en devenant acteur, soit représenté, se représente lui-même. Et au bout de cette exploration, il leur ressort que ce n'est pas un territoire en attente de la rénovation urbaine, ni une énorme friche abandonnée, et qui serait livré à des activités marginales, c'est qu'il y a des gens et des activités qui finalement mettent en cause l'adéquation entre l'espace conçu et l'espace vécu. Le territoire existe et il fonctionne
d'abord à travers ses usages et ses usagers, même en phase de reconversion. Il y a même une économie propre à un territoire en phase de reconversion, puisqu'on sait que la rénovation urbaine ne se fait pas à l'échelle d'une année, mais prend plusieurs années, où se développe justement ce type d'activité. Et donc Jules fait émerger la figure, pas seulement de l'habitant, tel que nous présentent souvent les aménageurs, mais du citadin, qui est un acteur urbain à part entière. Alors, cependant, il y a quand même des régions extérieures et des personnes extérieures à la scène, que j'ai évoquées rapidement tout à l'heure, et qui apparaissent peu dans les films qui sont montés. Par contre, on en trouve plein d'indices, à la fois dans les rushs et à la fois dans, nous, les scènes qu'on a accompagnées. Vous pouvez quand même se dire, en tant que sociologue, c'est pas possible, il faut que j'aille chercher un peu plus derrière tout ça, qu'est-ce qui se passe et qui sont les autres acteurs qu'on ne voit pas. Donc c'est ceux qui ne font pas partie de la scène et de la représentation, mais pour autant qui font partie du contexte et qui jouent aussi à définir la situation. Alors souvent ces faits doivent être cachés ou sont tenus secrets. Alors c'est soit parce que c'est de... Alors ça je reprends un peu le vocabulaire de Goffman, c'est soit parce que c'est des secrets inavouables, soit c'est des secrets stratégiques qui sont cachés au public afin de l'empêcher de s'adapter de façon efficace à la situation, ou ce sont des secrets d'initiés. Et dans notre cas, effectivement, il y a bien les secrets d'initiés, ce sont les spécialistes, les experts, les décideurs, qui eux ont une autre définition de la situation, qui ne donnent pas d'informations qu'ils réservent à un autre monde, ou alors qui tiennent un double discours, celui de la façade, avec toutes les opérations de communication qu'on connaît sur ces territoires, avec leur manière d'arranger le décor et un autre discours pour les initiés. Alors on a quand même cherché un peu à savoir qui étaient ces personnes extérieures, invisibles ou absentes de la représentation. Donc ça peut par exemple être, je crois qu'on a une photo de ça, ça peut être les concurrents sur ce territoire. Alors on s'est aperçu que ce territoire était effectivement convoité par des salles de sport populaires, et que, par exemple, les salles de MMA, il y en avait quand même plusieurs dans le quartier. Bon, il se trouve que nous, on est allé au début à celle-là, que Jeanne connaissait, c'était pas la bonne, c'était un concurrent. Donc ça nous a permis d'en savoir quand même un peu plus sur ce monde. Mais c'est aussi donc le monde de la sous-traitance, de l'occupation temporaire, de locaux d'activité qui sont appelés à disparaître, mais qu'il faut quand même continuer de faire marcher parce que ça rapporte de l'argent en attendant que le quartier soit complètement transformé. Bon, et ça, on s'en aperçoit en restant, en accompagnant les artistes. Quand Jules, par exemple, quitte les lieux, nous on reste un petit peu, l'entraîneur redevient gérant, il reprend son business, il repart avec son téléphone portable. Donc on a d'ailleurs des bouts de films et de rushs sur les situations qui se passent après le départ de Jules. Et bon, c'est comme ça qu'on apprend qu'il est sous-locataire de Giga Gym, alors que c'est un Géorgien, Giga Gym est aussi une salle de sport gérée par un Géorgien. Ils ne sont pas amis, ils ne sont pas associés non plus, mais ils font des affaires ensemble parce qu'ils sont Géorgiens et que ça facilite les choses, quoi. Mais on peut après aller plus loin. Qui est finalement quand même vraiment le propriétaire des lieux, du foncier, comme il se dit chez les experts. Et donc moi j'ai été j'ai visité le quartier en fait avec une chargée de mission de la métropole de Lyon, qui m'a appris que le propriétaire des lieux c'était la famille Partouche, qui est un grand propriétaire immobilier sur Villeurbanne, mais qui est aussi une grande fortune de France et qui gère des casinos. Voilà, et qui fait aussi du business en achetant des usines désaffectées, qui le sous-louent, enfin, etc., etc. Donc on en arrive à cette grande opération de renouvellement urbain de la métropole lyonnaise, et donc là qui met en scène et associe les mondes des politiques, comme les élus, des techniciens de la métropole, les agences privées d'urbanisme comme l'ANMA, agence Nicolas Michelin et associés, des propriétaires fonciers comme Partouche et des promoteurs immobiliers comme Baufonds Marignan et des investisseurs. Donc on a un peu regardé quand même dans la littérature
à la fois sur la manière dont ils présentaient leur projet, mais aussi sur des travaux qui ont été faits par des économistes, des sociologues sur ces opérations en fait immobilières. Donc on a trouvé des trucs un petit peu amusants et surtout très dissonants du travail qui a été fait par les dronards. Donc par exemple, il y avait une plaquette qui parlait du génie des lieux, et qui écrivait « Le plan guide de l'ANMA, agence Nicolas Michelin et associés, propose de s'appuyer sur les éléments identitaires du quartier, mixité, patrimoine bâti et paysager, images industrielles, afin d'accompagner son développement. Dans le but de sauvegarder l'esprit Grand Clément, cet inventaire recense les éléments bâtis et paysagers incarnant le génie des lieux et méritant une certaine forme de préservation ou d'accompagnement de leur évolution. » On voit un peu la différence quand même de langage et de récit. Bon, après, on trouve dans un autre travail qui a été fait sous un article qui s'appelle « De la métropole équilibrée à Lyon », le Grand Lyon vise l'entrée dans le top 15 des métropoles européennes et s'inscrit dans une compétition à l'échelle européenne avec les Second City, Barcelone, Francfort, Milan. Bon, et puis après, on découvre aussi que les techniciens de la métropole sont finalement enrôlés comme des coursiers où ils servent d'intermédiaires entre les propriétaires immobiliers, les investisseurs, etc. Bon, je vous en passe un peu. Mais voilà, c'est-à-dire que ça nous a posé quand même une question sur, si on avait eu à poursuivre avec les dronards, c'est comment on aurait pu, avec ce même dispositif, malgré tout, faire quand même exister ces absents, les secrets en fait du monde des propriétaires fonciers, et puis tout ce régime de discours sur le top 15, un peu en dissonance avec, par contre, les récits des lieux tels qu'ils les ont fait émerger, quoi. Bon, et donc là, on en est un peu... on en était revenu, on s'était intéressé au texte de Michel de Certeau et à son plaidoyer sur les petits récits, et donc en se demandant comment la communication médiatisée par la machine et le jeu théâtral pouvait faire coexister, dialogiser les récits des gens ordinaires avec ceux des décideurs. Voilà, et bon, je ne vous dirai pas effectivement ce passage de Michel de Certeau sur l'invention du quotidien, mais juste la fin. La ville est le théâtre d'une guerre des récits, comme la cité grecque était le champ clos de guerre entre les dieux. Chez nous, les grands récits de la télé ou de la publicité écrasent ou atomisent les petits récits de rue ou de quartier. Il faudrait que la réhabilitation vienne au secours de ces derniers. Il faut réveiller les histoires qui dorment dans les rues et qui gisent quelquefois dans un simple nom plié dans ce dé à coudre, comme les soieries de la fée.